Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être avec vous ce matin. Et si je suis très heureux d'être avec vous ce matin, c'est parce que finalement, Territoire de faune sauvage, plus qu'un label, pour moi, et je pense que les présentations précédentes l'ont démontré, Madame la Présidente, et le petit film très bien fait d'ailleurs qui vient d'être diffusé, montre que plus qu'un label, c'est une philosophie en fait. Territoire de faune sauvage. Et cette philosophie, en ces temps d'affrontements, de conflits, parfois sectaires, ça fait du bien de se dire que depuis 20 ans, il y a deux mots, deux valeurs qui rassemblent et qui concilient. Finalement, quand on réfléchit à ce qu'est la philosophie qui est au cœur de cette démarche de Territoire de faune sauvage, c'est rassembler des parties prenantes privées, des parties prenantes différentes, associatives, une fondation, une institution publique, une association de chasseurs, et de les rassembler dans un but qui est commun, et surtout commun à des gestionnaires de la nature, dans un contexte que Michel a évoqué de forte pression, d'érosion de la biodiversité, qui finalement est une menace pour le vivant, et nous, les humains, les premiers. Et les derniers, si j'ose dire. Donc rassembler, ce mot est très fort et je crois qu'il s'incarne à travers les partenaires que je vais présenter tout de suite. L'autre mot fort, je crois que c'est concilier. Concilier les intérêts privés et les intérêts publics, l'intérêt général, ça c'est assez rare, c'est même de plus en plus rare malheureusement. Et concilier finalement l'intérêt de la nature aux activités humaines, comme on l'a dit, socio-économiques. Et là, c'est ce que Michel a dit, une vision humaniste de l'écologie, à laquelle moi je tiens plus que tout, et qui est finalement, je crois, la singularité, la marque de Territoire de faune sauvage depuis 20 ans, et je l'espère pour de nombreuses décennies. Finalement, c'est une nouvelle version de la phrase de Montesquieu qui disait que chacun va au bien commun croyant poursuivre ses intérêts privés. En fait, Territoire de faune sauvage, c'est chacun va au bien commun, tout en ayant bien en tête la poursuite de ses intérêts privés. Et c'est très bien, et je m'en réjouis, et c'est pourquoi je me réjouis de vous présenter chacun des intervenants, à qui je vais poser 2 ou 3 questions, mais je pense que vous serez d'accord avec moi, une table ronde, c'est intéressant quand c'est interactif. Donc plutôt que des monologues brillants de chacun de nos intervenants, je vais les interroger en leur posant 3 questions, et j'aimerais bien que vous débattiez entre vous, et puis si je vois que ce n'est pas le cas, je me permettrai de vous relancer. Voilà, donc les questions que je vous poserai, c'est pourquoi vous avez choisi de vous investir dans Territoire de sauvage, pourquoi même vous l'avez créé, c'est la question que je poserai à Thierry Lescaille. Pourquoi, finalement, quelle est la raison d'être de ce label d'après vous? Quel en est le bilan 20 ans après? Et quels sont vos objectifs de moyen terme? Alors on va commencer par Thierry de Lescaille. Thierry de Lescaille, qui est à l'initiative de ce label, qui est président exécutif de European Lander Organization, donc de Hello, Delphine a présenté tout à l'heure. Alors, Thierry, c'est un juriste, c'est un agriculteur, c'est un forestier. Il a fait beaucoup de choses, et je pourrais être très long en vous disant tous les cercles dans lesquels il est investi, fondateur de RISE, du Forum pour l'avenir de l'agriculture, du label Wildlife Estates. Il est secrétaire général de French of the Countryside. Et il est vice-président et fondateur, je vais mal le dire, de Landegik, Vlaanderen, qui est depuis 24 ans une association qui œuvre à la promotion de l'esprit d'entreprise chez les propriétaires fonciers ruraux. Et membre du conseil d'administration de la Société royale belge de foresterie, entre autres. Et aussi administrateur de cette magnifique fondation, François Sommer, dont je salue le directeur général, que je vais présenter un peu plus tard dans mon propos. Alors, mon cher Thierry, vous êtes à l'initiative de ce label en 2005. Vous qui êtes propriétaire depuis toujours, finalement, en tant qu'exploitant agricole, propriétaire terrien, moi je le sais, d'autres le savent ici, vous vivez ce lien intime qui existe entre biodiversité, agriculture et chasse. Vous l'avez vécu, vous l'avez promu, vous en êtes sans doute l'exemple incarné au niveau européen, et même avant que le label existe. Alors justement, finalement, avant 2005, vous étiez déjà dans cet état d'esprit. Pourquoi vous êtes engagé dans ce label et que vous l'avez
finalement poussé et promu? Oh, je pense que c'est l'histoire d'une contradiction. Je suis né chasseur. Mon père est mort chasseur, je ne l'ai pas connu. Et je suis né pratiquement avec un fusil dans les mains. Et donc, j'étais aussi très, très suivi, encadré par des ornithologues et des conservationnistes. Et je me suis vite rendu compte que je vivais dans un espace qui me semblait évident, qu'un territoire qui est bien géré est un lieu d'accueil pour la faune et la flore, mais que ce n'était pas vraiment compris par l'espace public ou dans l'espace public, qu'il y avait des tensions de plus en plus importantes entre l'aspect politique et surtout, maintenant je parle d'une autre région qui est le Limbourg, donc la région Rhin-Meuse, et il y avait de plus en plus d'incompréhension. Les gens disaient, mais écoutez, quand vous faites des mesures de conservation, au fond, vous n'êtes pas un agriculteur, vous êtes un épouvantable ver. Quand vous êtes un chasseur, les vers vous disent, écoutez, c'est très bien tout ce que vous me racontez, mais finalement, vous n'êtes pas du tout dédié à la conservation de la nature. C'est un débat que vous connaissez, Olivier. Et quand vous êtes un forestier et que vous voyez des chevreuils détruire vos plantations, tout le monde commence à vous dire, écoutez, vous êtes bien gentil, mais votre histoire, elle est belle, mais ça ne tient pas la route. Et donc, au début des années 2000, extrêmement frustré par tout ça, après avoir créé une série de mouvements dans mon pays d'accueil. C'est souvent les émigrés qui doivent faire le boulot, parce que les nationaux ne le font peut-être pas. Je me suis retrouvé dans le cadre d'une discussion avec le directeur général de la DG Environnement européenne, qui est un Danois, Peter Karl, et avec le directeur du pôle nature de la Commission, qui était un Tchèque, Ladislav Miko, qui est devenu ministre et directeur général après adjoint de la DG Santé, un garçon extrêmement brillant, extrêmement ouvert. Je leur ai dit, écoutez, il faudrait quand même qu'on puisse avoir un lieu pour reconnaître cette contradiction. Et puis, un coup de chance arrive. Je suis invité à déjeuner à l'Élysée à l'époque de Chirac par la responsable des affaires rurales, qui était à l'époque Valérie Pécresse, et qui me dit, écoutez, je suis enchanté de vous rencontrer parce que nous avons un problème. La fille du président est anti-chasse. Et donc, qu'allons-nous faire de Chambord et de Rambouillet? Bon, je lui vends mon idée, je lui dis, écoutez, il faudrait créer un label ou une certification. J'avais un peu l'idée de certification. Elle me dit, c'est une très très bonne idée, mais comment allons-nous mettre ceci en route? Et vous savez, il y a des hasards qui ne sont pas des hasards dans la vie. Je rentre à Bruxelles, et je vais à un dîner, il y avait le beau-fils du roi qui était là, qui me demande, sur quoi travaillez-vous? Et je lui dis, mais voilà l'idée, on travaille sur la contradiction chasse, nature, environnement, gestion économique de l'espace rural. Et il me dit, écoutez, il faut absolument que vous voyez mon beau-père, il a le même problème, il ne sait pas que faire de ces territoires, dites, nommez les chasses royales. Et donc nous avons commencé par un symposium organisé entre Chambord et Ciernion. Et puis évidemment, la commission a dit, écoutez, c'est très bien, mais nous, on n'est absolument pas intéressés par un réseau des chasses royales et impériales et ou présidentielles. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la biodiversité de Monsieur Tout-le-Monde. Et donc, on est arrivé avec ce concept de label. Pourquoi label? Parce que le directeur général disait, écoutez, rentrez surtout pas dans une certification, on a déjà assez de problèmes avec FSC, c'est tellement complexe. Un label, c'est plus souple, c'est efficace, vous pouvez le faire évoluer, on sera à vos côtés. Et effectivement, les tout premiers financements sont venus de la cassette personnelle du directeur général et du directeur du pôle nature, qui ont soutenu, et c'est comme ça que nous avons commencé avec un partenariat public-privé. Alors pour moi, vous l'avez dit, Pierre, c'est quelque chose de vécu tous les jours, puisque je vis cette contradiction tous les jours, mais ce n'est pas une contradiction, c'est une évidence. C'est une évidence que quand on travaille un territoire, nous pouvons réaliser quelque chose. Et nous pouvons prélever, et nous pouvons chasser. Et je pense que ce qui est tout à fait dramatique dans la société d'aujourd'hui, c'est l'opposition chasse-environnement. Alors que les chasseurs sont des producteurs d'environnement, les propriétaires sont des producteurs d'environnement et les partenaires, je dirais, primaires de l'opération. Merci beaucoup Thierry et merci d'avoir rappelé que vous avez contribué à sauver Chambord et Rambouillet. J'y suis très sensible, évidemment. Et il faudrait toujours rester vigilant.
Olivier Thibault. Alors, Olivier Thibault, je pense que chacun le sait ici, c'est le directeur général de l'Office français de la biodiversité. Alors, Olivier Thibault, c'est un polytechnicien, ingénieur du génie rural, qu'on appelle ingénieur du greffe, on va aller plus vite, des eaux et forêts. Il a dirigé, entre 2010 et 2017, l'agence de l'eau Artois-Picardie. Il a une particularité, c'est qu'il a été mon prédécesseur à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, dont j'ai été le dernier directeur général, et mon successeur à l'Office français de la biodiversité que j'ai créé. Et voilà. Donc Olivier et moi, on a une histoire en commun, une amitié aussi, et je suis très heureux de l'accueillir ici, parce que finalement, ce label est arrivé en France par l'ONCFS que vous avez dirigé pendant quelques années. Moi, je l'ai dirigé qu'un mois, finalement, mais vous, pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, en tant que directeur général de l'OFB, nous vous savons très investi sur les questions de conciliation des différents usages de la nature et évidemment, ce qui fait la raison d'être de l'OFB, de la préservation de la biodiversité avec ses différents gestionnaires. Alors, finalement, le conflit intérieur qu'évoquait Thierry, c'est peut-être aussi celui du directeur général de l'OFB au quotidien, non ? C'est d'être à la fois écolo, défenseur de la nature, chasseur, interlocuteur des agriculteurs, gestionnaire d'espaces naturels. Qu'est-ce qui fait que vous avez voulu être dans cette histoire ? Pourquoi est-il allé dans cette galère, c'est ça ? Alors déjà, Thierry aurait été merveilleux à l'OFB parce qu'il a décrit ma vie de tous les jours, hein, au milieu de tout un tas. Alors de contradiction, j'aime pas le mot contradiction, moi, en fait. Hein. Je pense qu'on est là pour trouver des solutions et pour concilier tout un tas de choses. Et je vais redire avec des mots un peu différents ce qu'a déjà dit Pierre. Mais ma vie aussi de tous les jours, c'est d'essayer d'être dans la continuité de ce qu'a fait Pierre et de donner du sens à ce qu'il a lancé. Moi, j'ai envie de dire trois choses. D'abord, sur la conciliation ou sur la protection, partager avec vous le poids des mots et de la sémantique. Ça a l'air de rien, mais c'est un sujet fondamental et je pense que la Belle Territoire Faune Sauvage est très bien pour expliciter ce genre de choses. Vous savez, quand on vous accuse d'écolo, on vous dit que vous protégez les petites bêtes et les petits fleurs, vous empêchez l'homme de vivre. Enfin, je veux dire, c'est ça qui passe dans le sens commun. Et donc, vous êtes ceux qui empêchent les aménagements, qui empêchent d'avancer, qui empêchent de vivre. Une fois que vous êtes passé au-dessus de ça, vous posez un peu la question et que vous réfléchissez à l'eau potable que vous buvez, au cadre de vie, à votre territoire, à votre terroir, aux odeurs des endroits que vous aimez bien, en fait, vous pensez à de la nature. Et les gens qui sont hyper contre les écologistes et qui le disent, etc., très vite, vous leur demandez, mais c'est quoi votre Madeleine de Proust ? C'est quoi l'endroit où vous avez envie de passer vos vacances ? Et là, on vous parle de votre petit coin de France à vous, auquel vous rêvez, et qui est en fait un territoire naturel. Et dès que vous parlez de territoire, de valeurs, en fait, vous parlez de protection du territoire, vous parlez avec des mots différents, mais avec les mêmes concepts derrière. Et le label Faune Sauvage, Territoire Faune Sauvage, il permet d'en parler avec un vocabulaire qui n'est pas le vocabulaire, on va dire, des écolos un peu militants. Et ça, c'est hyper important parce que quand vous arrivez à apprendre ce vocabulaire et quand vous arrivez à partager ces passions, ces notions, vous trouvez des solutions. Et ça, c'est hyper important. La deuxième chose que je voulais dire, qui moi aussi me paraît important, on a toujours envie de se laisser enfermer dans des cases ou de créer des cases, etc. Et quand on parle de protection de mise en valeur, puis alors c'est moi le fonctionnaire de la bande, là, hein, on va vous dire protection réglementaire. Hein, le seul truc qui colle, c'est la protection en dur. Donc vous savez qu'on a une stratégie à protéger. On veut avoir 30% de nos territoires qui sont protégés, 10% en zone de protection forte. On se bagarre pour savoir ce que c'est que la zone de protection forte. Et derrière, voilà. Mais en vrai, si on protège 30% de nos territoires, c'est pas pour bousiller 70% du reste. Et donc, le vrai intérêt du truc, c'est quand même d'arriver à mettre de la nature sur l'ensemble du territoire, de réapprendre que l'homme vive avec la nature et pas contre la nature. Et donc, il ne faut pas opposer protection réglementaire et protection, mise en valeur de son territoire. Il faut réussir à les faire vivre ensemble. Et là aussi, le label Territoire Faune Sauvage, il ne va pas s'occuper de la protection réglementaire, qui est absolument essentielle au passage, hein, parce qu'il y a des endroits, si vous ne le faites pas, on va avoir des gros problèmes, mais il faut aussi s'occuper du 70% restant. Et c'est là que ça intervient. C'est là où il faut faire confiance aux propriétaires. C'est là où il faut aider les propriétaires à mettre en valeur leur territoire. Il faut leur donner des petites clés pour
pas faire trop de bêtises, trouver des solutions. Et là, le label, il sert à ça. Et c'est ça que je trouve merveilleux dans ce label, c'est que ça donne à voir, ça donne envie, ça donne des exemples, ça mobilise, ça met en valeur des belles actions des propriétaires. Après, évidemment, on a des fois des problèmes parce que plein de gens veulent venir et donc ça pose d'autres problèmes sur fréquentation. Mais c'est comme ça qu'on va avancer. Et moi, c'est ça que j'aime bien dans ce label. J'y croyais à fond quand j'étais à l'ONCFS. J'y crois toujours à fond en étant à l'OFB. Vous avez vu qu'on est un peu à tous les niveaux, comité de sélection, comité scientifique, en appui. Mais c'est parce que ça a du sens. Et c'est surtout parce que ça a du sens, parce qu'on donne une autre façon de voir notre environnement et d'en parler. Et c'est ça que j'aime bien dans ce label. Merci Olivier pour cette éloge et illustration d'un label de la part d'un responsable d'une institution publique, ce qui n'est pas forcément simple aujourd'hui, mais qui est si important parce que finalement, le rassemblement des forces vives passe aussi par l'Office français de la biodiversité, qui est finalement un fédérateur d'énergie en faveur de la biodiversité. Et tes mots et vos mots, j'ai du mal à vous voyez, sont très, 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 je trouve, mobilisateurs pour engendrer d'autres territoires. On a vu que le dynamisme actuellement du recrutement de ces territoires était assez impressionnant. Alors, Philippe Justeau, vice-président de la Fédération nationale des chasseurs, dont je salue d'ailleurs le directeur général, Nicolas Rivet, qui est ici. Philippe Justeau est président de la Fédération des chasseurs d'une région qui m'est chère, les Pays de la Loire et du Maine-et-Loire, vice-président responsable du petit gibier à la FNC. Ce que certains savent ici, c'est aussi un passionné de fauconnerie, fauconnier émérite, ancien président de l'association des fauconniers, on s'est d'ailleurs connu comme ça. Il a, sous sa présidence, d'ailleurs, contribué à la renaissance de l'art de la fauconnerie et à sa reconnaissance au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Alors, la Fédération nationale des chasseurs, association, est le troisième partenaire historique de ce label. Et je pense d'ailleurs que Territoire de faune sauvage ne serait pas ce qu'il est sans la présence de la Fédération nationale des chasseurs. Et vous êtes, vous, cher Philippe, une figure bien connue et marquante du monde de la chasse, avec des traditions, des valeurs, des racines angevines affirmées. Alors, en étant dévoué à la cause de la chasse et finalement à celle de tous les chasseurs de France que rassemble la FNC, en ayant été aussi chef d'entreprise, c'est important de le rappeler, qu'est-ce qui vous fait que c'est un moteur pour vous d'être dans ce label Territoire de faune sauvage, et comment vous voyez aujourd'hui le fait d'en être le promoteur par votre présence évidemment et votre représentation de la Fédération nationale des chasseurs? Merci. En fait, pour répondre un peu à Thierry tout à l'heure, moi, il y a une vingtaine d'années, mon fils aîné m'a dit « Papa, vous avez joué dans la nature toute votre vie, il serait peut-être temps de faire quelque chose pour qu'on ait quelque chose pour nous. » Mon fils aîné est très aimable avec son père, j'avoue qu'il m'avait un petit peu surpris, et il était très sérieux. Et bon, je suis engagé dans les fédérations de chasse parce que j'aime profondément la chasse. Et ce qui est intéressant du label pour moi, c'est que c'est ce côté bénévole. En fait, les gens qui sont labellisés, ils n'ont rien à gagner, sauf à montrer qu'ils sont un petit peu plus intelligents que les autres. Et ça, je trouve ça très intéressant parce qu'on rencontre des gens. J'ai vu derrière une réunion un propriétaire sur qui on a bien travaillé, qui m'a dit « Je n'avais jamais réalisé à quel point mon territoire était passionnant. » Et puis vos collaborateurs sont venus me voir, ils m'ont dit « Mais ça, c'est intéressant, on pourrait faire quelque chose. » Il était absolument passionné. Et il me disait « J'aime toujours autant la chasse, mais maintenant, je me promène avec un œil très différent. » Et ça, je trouve ça très intéressant, parce que vous parlez de conciliation, de protection de la nature, de la passion de la chasse. C'est là, je crois, où les fédérations ont un rôle très important, parce que techniquement, c'est nous qui montons les dossiers avec les propriétaires, et c'est en fait, c'est très gratifiant. C'est très, très gratifiant. Et je crois que le label, c'est pas facile à vendre, puisqu'il n'y a rien à gagner, sauf être intelligent. Mais je pense que c'est justement là-dessus qu'il faut insister, et puis peut-être qu'on pourrait aider le label un petit peu dans l'avenir. Merci Philippe, très intéressant de dire finalement que la seule chose à vendre, c'est l'intelligence qui est à l'œuvre par les acteurs qui sont au sein de ce label. Je trouve que c'est une très belle philosophie, et c'est finalement ce qu'il y a de mieux à vendre aujourd'hui et à partager si possible. Et je pense que vous illustrez
finalement le slogan de la FNC selon lequel les chasseurs veulent être les premiers écologistes de France. Alors, au-delà du slogan, ça doit être une réalité. Et en tout cas, Philippe, on voit votre état d'esprit qui est tout à fait en faveur de cette conciliation. Alban de Loisy, directeur général de la Fondation François Sommer, qui nous accueille ce matin, je remercie, qui, comme ça a été dit avant nous, a intégré le label Territoire de faune sauvage 10 ans à peu près après sa création. Et finalement, ce label, il est, je pense, chacun le comprend et le sait ici, il était déjà dans l'esprit de ses fondateurs, François Sommer et Jacqueline Sommer, qui étaient des amoureux de nature, chasseurs, puis à la fin de sa vie observateurs de la nature. Et finalement, cet esprit ouvert de promotion, de défense, d'incarnation des usages de la nature, de la chasse et de la défense d'une nature préservée, c'est l'ADN de la Fondation François Sommer que vous dirigez. Vous savez particulièrement, par votre parcours de consultant puis délégué de la mission d'évaluation des politiques publiques auprès du Premier ministre et du ministre du Budget, fonction que vous avez exercée dans les années 2010, puis différentes fonctions, notamment au ministère de l'économie et des finances, secrétaire général de Hauts-de-Seine Habitat et aujourd'hui directeur général de la Fondation Sommer. Vous êtes à l'interface finalement entre le monde associatif, les fondations et l'expérience publique des institutions et grands corps publics. Donc comment vous, qui avez cette fine connaissance de l'action publique et de ses rouages, vous concevez l'engagement de la Fondation dans ce label Territoire de faune sauvage qui aujourd'hui finalement est un petit peu aussi celui de la Fondation François Sommer. Exactement, merci Pierre. En fait, je suis un petit peu déçu, puisque je suis directeur général de la Fondation. J'ai la grande joie et l'honneur d'être directeur général de la Fondation François Sommer depuis un peu plus de 3 ans et demi. Et finalement, je regrette que la Fondation soit déjà engagée depuis si longtemps dans ce label, parce que si je l'avais découvert, j'aurais eu au moins une gloire, si je peux me permettre, d'avoir dit qu'au cours de mon mandat, j'aurais pu signer ce partenariat et le fait d'être le coordinateur du label en France, tellement ce label correspond à la raison d'être de la Fondation. Donc si nous ne l'avions pas été, il aurait fallu le devenir impérativement. Donc Pierre, vous l'avez rappelé, et c'est ça qui a convaincu, s'il en était besoin, la nouvelle gouvernance de la Fondation, qui est présidée donc, depuis 4 ans maintenant par Henri de Castres, de l'importance et de la pertinence de ce label, et du coup de la volonté de la Fondation d'y mettre d'autres moyens, d'y mettre des moyens supplémentaires dans la coordination de ce label, en partenariat avec la FNC et avec l'OFB. On y reparlera tout à l'heure sur le bilan. Donc ça a été très important. Et 2 points sur lesquels vraiment je pense que la Fondation s'y retrouve complètement. Et au-delà de la Fondation, c'est vraiment le message des fondateurs. C'est l'objectif de François et Jacqueline Sommer quand ils ont créé cette fondation. C'est d'abord de porter cette vision positive et humaniste de l'écologie qui a été évoquée tout à l'heure, dans laquelle l'homme a toute sa place et sa responsabilité dans le maintien et la conservation des équilibres, des grands équilibres dans la nature qui ont été rappelés. Donc, à travers ça, c'est valoriser l'action d'un propriétaire privé. On a rappelé le poids de la propriété privée aujourd'hui en France. Et surtout, valoriser leur action socio-économique sur un territoire. Le développement d'une activité socio-économique, que ce soit la chasse, que ce soit l'agriculture, que ce soit des activités de culture, d'élevage, de centres équestres ou d'autres projets touristiques ou économiques, ne sont pas aujourd'hui antinomiques avec une démarche favorable à la biodiversité. Et c'est vraiment ça que porte le label, et c'est le message qu'il porte. La préservation de la biodiversité n'est pas l'apanage des gestionnaires publics d'aires protégées, les réserves et autres parcs naturels, que nous apprécions énormément et avec qui nous travaillons beaucoup, mais les propriétaires privés au plus proche du territoire le sont également. Le deuxième point, fidèle finalement à la vocation de la Fondation,
c'est que ce label nous permet de questionner les pratiques et de rechercher des innovations. Ce que François Sommer a fait, ce que François Sommer a fait avec la chasse, ce que François Sommer a fait avec la création du ministère de l'Environnement, il a voulu innover. Et avec ce label, c'est un outil d'innovation. Les témoignages nous l'ont déjà un peu montré, vont nous le montrer aujourd'hui. Et les sujets ORE, les sujets M16, ce sont des boîtes à outils à destination des propriétaires. Et enfin, justement, j'aimerais me placer du côté du propriétaire pour redire deux choses. D'abord, le label pour le propriétaire, c'est la connaissance et la reconnaissance. C'est la connaissance de son territoire. On l'a vu à travers ce domaine des bachas. On le voit au quotidien dans les territoires. Je vais vous faire une confidence. Ma dernière journée de vacances, j'ai terminé mes vacances en Bretagne il y a 10 jours. Et je réalise en signant un ordre de mission pour Justine qu'elle faisait une visite territoire de faune sauvage à 5 km de l'endroit où je passais mes vacances. Et ben, j'ai passé mon dernier jour de vacances sur le terrain avec le directeur départemental de l'OFB d'Ille-et-Vilaine et la chargée de mission de la Fédération des chasseurs d'Ille-et-Vilaine, un représentant de la fondation, donc Justine, et différents propriétaires. Et en fait, c'est là où on s'aperçoit que c'est absolument génial et que ça fonctionne sur le terrain et que les propriétaires apprennent à connaître et à découvrir leur territoire à travers ces diagnostics écologiques qui sont menés, appuyés par les experts de l'OFB et des fédérations départementales. Et là, on réalise, même en tant que propriétaire, qu'on ne connaît pas assez son territoire. Donc c'est cet objectif de connaissance et de reconnaissance de l'action du propriétaire que j'évoquais. Et pour finir, et ça on en parle beaucoup, on emmène dans le label d'autres illustres institutions qui sont présentes ici, que je salue. Je pense à la Fédération nationale des propriétaires privés ruraux, je pense au CNPF, Centre national de la propriété forestière. Et quand on en parle avec leurs adhérents, il y a deux choses qui me sont apparues et je terminerai dessus. C'est l'anticipation et la transmission. L'anticipation, c'est quoi? C'est la capacité qu'offre le label pour un propriétaire à prendre la main sur son territoire, sur les enjeux écologiques, sans qu'un jour une évolution réglementaire vienne lui imposer des choses. Le propriétaire peut anticiper. Et la dernière chose, c'est la transmission. Et merci Philippe à vos enfants. Ils avaient complètement raison. On le voit aujourd'hui, quand il y a des passages de génération, un territoire est aussi un actif dans une famille, il faut le transmettre. Et ben, les jeunes générations, elles se tournent vers les parents en disant « mais quel est le sens de tout ça ?» Et le label permet d'intéresser les futures générations à la gestion de ce territoire à venir dont ils auront la charge. Merci beaucoup, Alban, d'avoir rappelé que finalement ce label est un laboratoire d'innovation, un laboratoire les pieds dans la glaise, si j'ose dire, dans la terre, pour pouvoir, par la pratique, par les usages, ouvrir la voie. Alors précisément, maintenant, parlons un peu de bilan et de perspective. Bon, le bilan, vous avez commencé à en parler, messieurs. Finalement, il est, sans paraphraser la phrase sur l'Union soviétique, il est plus que globalement positif. Il est très positif. Et puisque d'ailleurs on est là, 20 ans après, avec, comme Alban l'a souligné, beaucoup de représentants dans la salle, bien garnis, des différents acteurs du label, avec des forestiers, des propriétaires fonciers, des chasseurs bien entendu, des ONG, et bien d'autres encore que je ne connais pas. Donc, comment voyez-vous, on va reprendre Thierry, comment voyez-vous l'avenir de ce label ? Imaginons-nous ici dans 20 ans, hein, on sera toujours aussi fringant, surtout vous, et vous nous direz, voilà, bah, c'est formidable, on a fait ça en plus. Comment vous voyez l'avenir ? Écoutez, je pense qu'Alban a défini la notion de porteur de sens. Et je crois que la clé du futur du label est dans le sens porté par le label. Le label nous aide, en tout cas, à accrocher les générations futures au territoire, à les intéresser. Et le label est une véritable opportunité pour non seulement connaître notre territoire, mais rentrer dans ce que j'appellerais une deuxième génération du label. On rentre dans des actions de restauration. On l'a vu dans le film qui a été projeté, Restauration ou création de mares. Ce que
j'identifie avec les porteurs de labels qui ont 10 à 15 ans déjà, c'est que la plupart se sont lancés dans des actions qu'ils n'avaient même pas imaginées ou ils n'auraient pas imaginé il y a 15 ans. D'aménagement d'héliophiles, d'aménagement de marais, d'aménagement de haies, je parle de kilomètres de haies, et c'est tout à fait étonnant. Quand ces gens, ces porteurs de labels se rencontrent, se réunissent, ils sont non plus dans une démarche de dire « Oh, j'ai autant d'hectares de maïs ou de blé », c'est « J'ai autant d'hectares de mares » ou « J'ai autant de kilomètres de haies » ou « J'ai tel ou tel projet ». Et ce qui m'encourage énormément, parce que je suis à un âge où on organise sa transmission, c'est de voir la passion de la génération qui me suit ou des 2 générations qui me suivent pour la gestion d'un territoire qui, à la fin, ils connaissent beaucoup mieux que moi, au même âge. Même si j'ai traîné en culotte courte dans tous les fourrés, je crois qu'ils connaissent beaucoup mieux, d'une façon beaucoup plus intelligente que nous n'étions, nous jeunes. Et donc, c'est extrêmement porteur d'espoir, puisque nous parlons de la transmission, ça a été évoqué par Philippe également, la transmission aux générations suivantes. Vous savez, je suis né à une époque où on nous disait, si vous voulez transmettre votre propriété, il faut que vos enfants soient chasseurs, sinon ils seront intéressés par rien du tout. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. Ils sont chasseurs, mais d'une autre façon. Ils sont chasseurs gestionnaires d'un espace, d'un territoire, d'une capacité d'accueil. Et c'est là où je vois l'espoir. Merci Thierry pour cette vision intergénérationnelle et responsable finalement de ce que peut être la transmission d'un territoire qui finalement dans 20 ans sera encore plus ce territoire de faune sauvage et continuera sa croissance vers la préservation de la biodiversité et la conservation des milieux. Alors, Olivier, projetons-nous dans 20 ans. Bien sûr, l'OFB continuera d'exister. Hein, au-delà des turpitudes du débat politique, voire politicien, mais dans lequel nous n'entrerons pas. Mais comment vous projetez-vous ? On changera peut-être de nom. Peut-être. Après tout, il faut savoir vivre avec son temps. Mais comment voyez-vous finalement l'avenir en tant que dirigeant d'institutions publiques pour la promotion et la gestion de ce label au sein de l'institution, par l'État plus généralement d'ailleurs ? Ah ben moi, je lui vois un futur à ce label. Je pense qu'on a besoin de ce genre de choses pour plusieurs raisons. D'abord, il ne faut pas tomber dans le piège du réglementaire versus le non réglementaire, et il faut rester complémentaire. Et donc, il ne faut pas que le label aille vers une reconnaissance réglementaire, parce que là, on perdra l'intérêt du label, je pense. Par contre, on a besoin d'avoir des choses qui valorisent et qui montrent ce qu'on fait de bien dans un territoire, sans être réglementaire, mais tout en ayant une certaine vision dans la durée, avec ces histoires de transmission qui me paraît essentielle. Donc il faut rester complémentaire à la protection réglementaire et il faut l'apporter et la valoriser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, un truc qui est dur, il ne faut pas avoir une vision figée de la nature. On a une tendance épouvantable, tous, à avoir une vision totalement figée de la nature. Alors dans un contexte de changement climatique, il va falloir s'y faire, à ce que ça bouge. Et donc, il ne faut pas dire aujourd'hui comment sera le terrain de demain. Il va falloir trouver comment on a envie que ce territoire demain devienne et comment on va l'accompagner. Et ça, c'est très important parce que ce n'est pas parce qu'on a des hêtres aujourd'hui qu'il y aura des hêtres dans 50 ans. Et même, en fait, on est à peu près sûr qu'il n'y aura plus de hêtres dans un certain nombre de nos territoires dans 50 ans, avec la trajectoire que nous sommes en train de construire collectivement. Et donc, il va falloir accompagner ce changement, il va falloir valoriser. Ça ne sera pas forcément la même fosse sauvage, ça ne sera pas forcément les mêmes écosystèmes, mais il y aura des écosystèmes. Et donc, là aussi, le fait que ce ne soit pas réglementaire, ça va permettre de construire un futur à ces territoires qui seront, j'en suis sûr, hyper beaux, mais sûrement différents, et ça fait partie de la vie. Puis la dernière chose, c'est qu'il faut travailler ensemble. Si on s'enferme dans des couloirs de nage, les chasseurs d'un côté, les écolos de l'autre, ceux qui font de la loi à un troisième endroit, les propriétaires en quatrième endroit, les forestiers qui ne seront pas d'accord avec les agriculteurs, qui ne seront pas d'accord avec les chasseurs, etc., on est mort. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver des équilibres ensemble. Et là, on a des bons labels et des idées qui nous permettent de donner envie de travailler ensemble. Et ça me paraît fondamental. Donc, sortons de nos couloirs de nage et travaillons ensemble. C'est ce qu'on essaye de faire à notre modeste niveau à l'OFB, de mettre tout ce beau petit monde d'accord, avec des objectifs communs et si possible qu'ils ne soient pas contre l'OFB lui-même. La conclusion est importante.
Merci Olivier pour cette vision évolutive et aquatique finalement avec la métaphore, mais le connaisseur de l'eau que tu es, évidemment à juste titre, peut utiliser cette métaphore parce que finalement ça nous montre qu'il y a un avenir pour Territoire de faune sauvage à condition d'en garder l'état d'esprit collaboratif et d'avoir toujours la même vision et de regarder un peu loin l'horizon. Et c'est vrai que la nature change et évolue tout le temps. C'est d'ailleurs même sa fonction naturelle, c'est de tout le temps en évolution. Merci beaucoup Olivier et on en reparlera dans 20 ans quand l'OFB fêtera ses 25 ans, c'est ça, oui, voilà. Philippe, alors, dans 20 ans, ça, un jeune homme, Philippe, mais par contre, dans 20 ans, il y aura toujours des chasseurs, vous me rassurez. Hein, peut-être seront-ils plus nombreux. En tout cas, la chasse évoluera aussi, elle devrait évoluer. Alors, comment vous voyez, vous, l'implication des chasseurs à horizon de 20 ans dans ce label, dans l'esprit qu'ont évoqué vos prédécesseurs dans le débat? Alors Pierre, moi je vais redevenir très terre à terre. L'évolution du label pour le monde de la chasse, comme vous pouvez vous en rendre compte, la Fédération nationale, départementale et régionale, nous sommes investis dans ce label que nous aimons. Mais je suis convaincu qu'on peut faire beaucoup mieux et beaucoup plus. Ça, il faut être clair et net. Je suis très heureux parce que ce matin, il y a ici quand même un certain nombre de présidents de fédération. S'ils sont là, ça prouve que ça les intéresse. Certains vont prendre la parole cet après-midi parce qu'ils ont des dossiers magnifiques. Et je crois que nous, au niveau de la Fédération nationale, mais je pense à moi spécialement, pas spécialement au directeur, il faut qu'on réussisse à convaincre tous les présidents de fédération qu'il faut que le label soit un peu partout en France. Parce que j'ai bien vu sur la carte qu'effectivement, il y a des points. Alors, ce qui est positif, c'est que là où on commence, c'est passionnant. Donc je suis certain qu'on peut aller partout en France avec ce label et que nous allons nous y employer. Moi, j'ai la chance d'avoir deux collaborateurs qui travaillent beaucoup avec moi à la Fédération nationale, Christophe Urbagnac et Maëva Lebrun qui est ici. Nous avons la volonté de développer ce label en participation avec, bien sûr, Sommaire et puis avec l'OFB. Je pense qu'il faut peut-être responsabiliser un peu plus les propriétaires privés ruraux, qui sont, moi j'en discute souvent avec eux, ils sont gentils, allez, ils sont quelquefois un peu timides, ils n'ont pas trop envie qu'on les mouille, mais je crois que c'est très important parce que ça passe quand même beaucoup par eux. Mais il faut que les présidents de toutes les fédérations de France se disent, bon, bah, cette année, on va faire 1 ou 2 territoires, et là, on vous fait exploser la baraque. Donc on peut être optimiste, et nous allons travailler dans ce sens-là. Merci beaucoup Philippe pour cette vision ambitieuse et optimiste. Et les chasseurs étant parfois des propriétaires fonciers et ruraux, le message est porté et je pense qu'il sera entendu. Alors, Alban, dans 20 ans, ce sera les 80 ans de la Fondation. Quelle sera l'implication de la Fondation qui a fait déjà beaucoup, et vous l'avez rappelé, même si vous n'étiez pas là il y a 10 ans, on voit qu'il y a une vraie vigueur de l'engagement de la Fondation dans ce label, et nous sommes tous témoins ici aujourd'hui. Comment voyez-vous l'avenir ? Je suis un optimiste de nature, mais je n'ai pas besoin de me forcer concernant le label. Alors, je ne parlerai pas en chiffres. En France, on a doublé le nombre de territoires en 2 ans. Donc là, je ne suis pas assez bon en maths pour calculer ce que ça donnera dans 20 ans. Néanmoins, l'intérêt de ce label, c'était rappelé tout à l'heure, enfin, un des nombreux intérêts, c'est que ce n'est pas une certification. On n'est pas là pour acter, pour récompenser l'atteinte d'un résultat ou d'un niveau. On est là pour encourager une démarche d'amélioration continue. Donc, un propriétaire qui est labellisé, il s'engage à travailler pour s'améliorer en permanence. Donc, dans 20 ans, ça va être incroyable. Au-delà de ça, il y a des choses encore sur lesquelles il faut qu'on travaille. Ça, c'est sûr. Là aussi, je vais être un peu plus terre à terre, mais je parle au territoire labellisé. On crée le réseau déjà. Souvent, les propriétaires nous disent, voilà, on a parlé de sites importants. Quand on a plusieurs centaines d'hectares, on a un peu plus de revenus fonciers, on peut faire davantage de choses. Mais un propriétaire de 10, 15, 20 hectares, il peut se retrouver seul. Et l'avantage de ce label, c'est de dire, vous n'êtes pas seul. Il y a cette communauté
que vous représentez aujourd'hui, avec des propriétaires et des partenaires, et j'insiste là-dessus, hein, ces partenaires terrain, on a parlé des grandes autorités qui sont représentées aujourd'hui, mais ceux qui font vivre le label, c'est ceux qui viennent lors des visites, lors des diagnostics, lors des contrôles, lors des échanges, c'est ceux qui sont avec les propriétaires labellisés sur le terrain. Donc l'enjeu, il va être là, il va être comment est-ce qu'on va arriver à continuer à mobiliser dans des structures qui ont leurs contraintes privées, publiques, je me tourne vers l'OFB, et privées, le monde fédéral de la chasse. Ces structures ont des contraintes. Et c'est comment est-ce qu'on va réussir à préserver tout ça et la qualité de leur accompagnement. Et aujourd'hui, on le voit, étant donné la demande, c'est compliqué. Tous les jours, l'OFB ne peut pas envoyer du monde sur le terrain pour aller faire les visites de diagnostic du label. Donc on est en train d'inventer, d'essayer d'imaginer un modèle où on pourrait mobiliser et donc financer des bureaux d'études pour venir accompagner aussi les propriétaires sur le terrain en complément de ce qu'on fait avec les fédérations et le réseau territorial de l'OFB. L'autre sujet aussi, c'est les pistes de valorisation. Voilà, on nous le dit beaucoup. Alors, le label, aujourd'hui, ne rapporte rien de financier, rapporte beaucoup, on l'a dit, en reconnaissance. Je rappelle aussi que le label est gratuit, hein, c'est très important. Je le rappelle souvent aux propriétaires. Mais trouver les valorisations. Alors, on sait, dans des pays européens, le label ouvre droit à des incitations fiscales. Le label ouvre droit à des subsidies, des financements publics. Aujourd'hui, en France, ce n'est pas encore le cas. Étant donné l'état des finances publiques, je ne pense pas que ça soit une voie à explorer. Néanmoins, il faut qu'on puisse regarder des nouvelles voies de valorisation économique, crédit biodiversité, d'éventuelles défiscalisations, mais aussi sur les sujets que j'évoquais tout à l'heure de transmission, d'éducation et de communication. Voilà. Il y a beaucoup de choses à explorer, on commence à y travailler, et je souhaite vraiment que dans 20 ans, on ait ouvert tout ce champ au service et en soutien des propriétaires privés. Merci beaucoup Alban, et merci aux 4 piliers finalement de ces territoires de faune sauvage que vous êtes. Alors je ne sais pas si on a le temps de prendre quelques questions. Ah ben voilà, c'est parfait, merci. 5 minutes. Donc questions dans la salle. Oui, monsieur. On vous passe un micro, je pense, non? Est-ce qu'il y a... Voilà, bonjour. Je suis agriculteur, j'ai une trentaine d'hectares, prairies naturelles, etc. Je suis un modèle en fait pour la biodiversité aussi. Pas moi qui le dis, c'est d'autres qui le disent. On a 50-60 espèces végétales. En fait, ça me plaît bien ce que vous faites. Mais le problème, c'est le territoire, label et territoire faune sauvage. Et en tant qu'agriculteur ou chasseur présent ici, le problème, c'est qu'on inclut le loup aussi dedans. Et donc, est-ce que le loup, la place du loup dans ces territoires labellisés, est-ce qu'il est accepté ou pas? Est-ce qu'il est régulé ou pas? Deuxième question. Vous avez parlé de protection forte. Olivier, on se connaît, je me permets de dire Olivier. J'ai pas envie que ça devienne une protection forte. Ça m'inquiète, parce qu'après, on ne pourra plus faire ce qu'on veut du tout. Et la France cherche à avoir 10% de la France en protection forte. Est-ce que ce n'est pas un biais pour arriver à ces protections fortes? C'est une question. Voilà, je n'ai pas la réponse. En tout cas, en tant qu'agriculteur, c'est une crainte du loup, des protections fortes. Et troisième élément, troisième chose, c'est que est-ce que vous avez parlé de crédit biodiversité, justement, est-ce que vous n'avez pas peur que ce label-là soit concurrencé par les crédits biodiversité, c'est-à-dire des zones qui ont fait des efforts pour la biodiversité, qui est rémunéré. Tandis que là, vous n'êtes pas du tout rémunéré. Donc je crains que ce label-là n'ait pas d'avenir parce qu'il soit concurrencé par des zones qui soient financées par des crédits biodiversité. Merci. 3 questions importantes. Alors on va essayer d'être bref. Il y en a une, vous n'y échapperez pas, Olivier, celle du loup. Et oui, on en parle. Alors, je suis très heureux de vous laisser le micro pour répondre. Hein. Alors, je dois dire que je n'avais pas anticipé une question sur le loup, sur le label territoire faune sauvage.
Après, en ce moment, on en parle beaucoup du loup. Attends, je vais commencer quand même par protection forte. Je pense qu'il n'y a pas de problème avec les protections fortes, il n'y a pas d'enjeu là-dessus. La France, en plus, est en train de trouver des moyens de remplir quantitativement ses compteurs sur les zones de protection et protection forte, grâce notamment à la Polynésie, qui a fait des annonces très fortes au dernier à l'UNOC, et qui a des telles surfaces qu'on n'aura pas de problème quantitatif, très vraisemblablement. Donc après, on pourra se concentrer sur le qualitatif en métropole, et donc n'iront que ceux qui ont vraiment envie d'y aller. Et encore une fois, je crois que j'ai l'impression de le dire trop, mais je pense qu'il ne faut pas opposer réglementaire et non réglementaire, et je pense que le label territoire faune sauvage n'a pas vocation à être du réglementaire, et je pense que c'est clair pour tout le monde. Après, il y en a qui pourront envie un jour, mais je veux dire, ce n'est pas le sujet, il n'y a pas aucune raison d'aller de manière forcée vers ça. Après, sur les crédits biodives, mais comme pour les ORE, en fait, c'est des moyens qui vont s'appuyer sur des projets. Donc, si vous avez un territoire labellisé faune sauvage, vous aurez tous les arguments éventuellement pour porter des crédits biodiversité. Après, le crédit biodiversité, ça veut dire qu'il y a une notion de restauration derrière, parce que les crédits biodiversité, vous avez un état initial, un état final, un gain que vous allez financiariser. Donc, je veux dire, le maintien sans changement ne sera pas forcément l'objet de crédit biodiversité. Il faudra de la restauration. Enfin, en tout cas, c'est des questions qui sont en train de se réfléchir. Mais donc, je pense que ça ne s'oppose pas là non plus. Quand on voudra faire la crédit biodiversité, on ira chercher des territoires intéressants et donc ça pourra donner des idées, tout comme les ORE sont un moyen de garantir la transmission du patrimoine avec des choses qu'on a envie d'avoir. Bon, et puis sur le loup, encore une fois, ce n'est pas un territoire réglementaire, ce n'est pas un sujet réglementaire, donc je veux dire, avec ou sans loup, ça ne change rien. Aujourd'hui, alors, le loup pose plein de problèmes à plein de monde. Je rappelle quand même qu'on en tire 200 en France chaque année, donc faut pas dire qu'on ne peut rien faire sur le loup. La réglementation est en train d'évoluer. Aujourd'hui, l'idée derrière, que porte la France, c'est d'être capable d'arriver à vivre avec le loup et d'être capable d'intervenir là où il pose des problèmes. Alors, pour les chasseurs, c'est compliqué parce qu'on considère qu'un loup qui mange du sanglier, c'est pas forcément mal. Voire, on a des territoires où le régime alimentaire majoritaire du loup, c'est le sanglier. Vous allez dans le Var, par exemple, c'est ça. Donc après, en fait, il commence par le mouflon et les ovins qui ne sont pas protégés. Puis après, il va de plus en plus compliqué. Voilà, bon, mais il va jusqu'au sanglier. Non, mais donc, évidemment que c'est des sujets compliqués. Le loup, ce n'est pas le label qui va créer des contraintes supplémentaires ou pas. Sur les crédits biodiversité, peut-être ? Oui, sûrement, et les autres mesures de conservation. Donc, je reviens au territoire strictement protégé, les fameux 10%. Au niveau bruxellois, évidemment, nous avons été assez réticents à accepter ces 10%. C'est passé ric-rac au Parlement européen. C'est une législation très mal née. Et cette législation, en réalité, devrait être revue. Mais bon, nous avons ici un représentant de la Commission qui en parlera sûrement tantôt. Voilà, je sais qu'il ne peut pas dire ce que je vais dire, mais je pense que cette législation mériterait franchement d'être revisitée et revotée, parce qu'elle est incomplète, elle est mal balancée. Donc, pour les crédits biodiversité, ce que nous craignons le plus, évidemment, c'est d'assister au même désordre que pour les crédits carbone, où finalement une bonne idée s'est fait flinguer en plein vol et est en train de tourner à pas grand-chose. Le crédit carbone tel que nous le connaissons aujourd'hui d'un point de vue réglementaire, c'est un mauvais cadre, et on a bien vu qu'au niveau du Parlement, les ONG ont parlé de greenwashing et se sont totalement opposés à l'attribution de crédits de carbone. Maintenant, le crédit biodiversité a ses mérites. Il doit, vous l'avez dit Olivier, il doit faire l'objet de nouveaux investissements en faveur de la biodiversité. Ce n'est pas la biodiversité existante qui peut être rémunérée. Mais là, à nouveau, ce à quoi nous réfléchissons en tant que territoire de faune sauvage, c'est à proposer un cadre à des sponsors de crédit de biodiversité ou des sociétés qui rentrent dans la financiarisation du crédit de biodiversité en disant, voilà, il y a ici un
réseau. Et dans ce réseau, vous pouvez trouver des membres qui peuvent être intéressés. Je pense que M. Carlos Otero, va en parler cet après-midi lors de son intervention, où en Espagne, ils ont déjà une longueur d'avance et ils ont passé une convention avec Iberdrola pour faire de la restauration de territoire. Donc c'est quelque chose qui est en cours. La réflexion au niveau du réseau territoire de faune sauvage est tout à fait en cours. Et nous sommes en finalisation de 3 grands projets ou de 3 accords cadres avec des sociétés qui peuvent financer. Donc il y aura enfin un avantage économique qui n'existe peut-être pas encore. Ce sera plus qu'être intelligent. Ce sera être intelligent et peut-être rémunéré. Merci Thierry. Il y a une autre question. Oui. Enfin, il y en a beaucoup d'autres. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, mais conclusion. Alors, 2 questions. Alors, dans l'ordre, monsieur, et on va prendre madame, parce qu'il faut quand même une question de parité. Et puis, il y en a 2 autres qu'on ne pourra pas prendre, je suis désolé. Ou alors, très rapidement. Après. Bonjour. Jean-Philippe Tamarel, je suis labellisé depuis environ 8 ans. J'ai un territoire en Seine-Maritime. Alain se retourne là-bas. Un territoire en Seine-Maritime près de Forges-les-Eaux. Comme j'expliquais tout à l'heure, je suis chasseur. Je suis devenu chasseur-sylviculteur et chasseur-sylviculteur biodiversiteur, si on peut dire. Ma crainte, c'est pas le loup. C'est pas le loup, ce sont certaines ONG fondamentalistes ou radicales. Et je pense que le label devrait nous donner une force pour arriver à convaincre ces gens-là qu'on on ne fait pas que du mal. Alain Durand avait fait une action spectaculaire en venant avec le Conseil économique, social et environnemental sur les terrains dans le mien. Et moi, j'ai rencontré des gens de FNE, de WWF et tout, et à la fin, on s'est embrassés tellement on était en phase. Je pense que vraiment, c'est le travail de l'avenir, arriver à convaincre certaines ONG ou certains radicaux que les actions faites sur le terrain sont vraiment bénéfiques, même si on prélève 3 ou 5 bécassines de temps en temps. Arrêtons de se faire insulter, comme je l'ai été dans une réunion où j'étais auditeur libre, mais mon territoire a été montré en photo, et on m'a accusé de me faire financer des mares de chasse. Enfin, on était dans un vrai délire, quoi. Donc, je compte vraiment sur le label pour qu'on se fasse défendre. Merci. Merci beaucoup. C'est plus une question, c'est une affirmation et une crainte. Et je salue Alain Durand, ancien président, vice-président de la FNC et président de la Fédération de Seine-Maritime, qui a incarné finalement ce rassemblement des usagers de parties prenantes. Moi, j'ai assisté à des réunions avec Alain et des ONG que vous caractérisez. Mais moi, c'est une conclusion, mais le label de territoire de faune sauvage, c'est tout le contraire du sectarisme. C'est-à-dire que vous aurez toujours affaire à des sectaires. C'est comme ça, c'est malheureusement la vie. Il y a des forces sombres qui vont s'opposer de toute façon à l'existence de ce label. Mais la preuve par le terrain, la preuve par les projets, elle a toujours permis de dépasser ces craintes et de ramener des ONG a priori hostiles à la chasse à l'évidence que ça fonctionne quand on est ensemble sur des projets. Et c'est la Seine-Maritime, mon cher Alain l'a déjà montré. Une question, madame. Oui. Voilà, ce sera la dernière. La dernière. Merci au super modérateur de me rappeler. Alors, à FNPPR, et puis, madame Charlet vous posera une question très rapide. Mais à la FNPPR, allez-y, monsieur. C'est pas en tant que FNPPR, pardon. Enfin, monsieur. Benoît du Passage, je suis aussi vice-président. Rapidement, s'il vous plaît, oui. Sinon je vais me faire tirer les oreilles. Alors, tout de suite, pourquoi les pêcheurs ne sont-ils pas invités à cette table ronde ? Je possède un territoire. Le vrai problème pour moi aujourd'hui est beaucoup plus sous la surface de l'eau qu'au-dessus. Mais le danger vient du dessus. Si on parle des cormorans, des loutres qui commencent à arriver, ainsi de suite. Donc il y a un vrai déséquilibre qui se met en place. Excellente remarque, excellent témoignage. Nous travaillons beaucoup avec les pêcheurs. C'est un partenaire et on réfléchit à formaliser ce partenariat. Ils ont été invités à participer comme beaucoup d'autres structures qui ne sont pas là. En revanche, sur la présente table ronde, elle était dédiée aux partenaires et porteurs historiques du projet. Mais il y a un pêcheur là, donc c'est bon. Vous avez vu que plus d'un tiers des zones étaient des zones humides.
et notamment les problématiques des temps. Et effectivement, c'est des choses qui remontent beaucoup sur le terrain et on en est bien conscient. Merci pour cette question, c'est important. Madame Charlez, allez-y. Rapidement, on Oui, vous donne très- un micro. Vraiment, en quelques mots, vous avez le dernier mot de cette table ronde. Allez-y. Hein. On parle des jeunes. On a en France des lycées agricoles, on a des lycées techniques. Pourquoi on ne ferait pas des actions vers ces lycées et ces agricoles et techniques pour que les enfants, les jeunes apprennent ce que c'est que la faune sauvage, ce que c'est que la protection de la nature. Voilà. Mais je veux dire, on a plein de choses, hein. Enfin, que ce soit à l'OFB, dans les fédérations, des actions avec les lycées. Donc, c'est pas dans le label Territoire Faune Sauvage, mais évidemment, c'est quelque chose qui est fondamental. La transmission du savoir, la sensibilisation dès le plus jeune âge. Nous, on a des aires éducatives, il y a des actions d'éducation à l'environnement avec l'éco-contribution. Enfin, donc, il y a plein de choses qui se font. Et encore une fois, il faut proposer tout ça. Merci. C'est une très bonne conclusion de terminer sur un message d'espoir à destination de la jeunesse et évidemment de la pédagogie de ce label vis-à-vis des jeunes générations investies dans la gestion des espaces naturels. Merci beaucoup à tous, aux participants d'abord de cette table ronde et à vous tous d'y avoir assisté. Et maintenant, nous allons faire une pause ou c'est la suite tout de suite ? C'est la suite, nous enchaînons, c'est assez dense.